L'histoire du Japon me semble un must à traiter dans le cadre de vos études. Alors, si depuis quelque temps, plus précisément depuis les grandes vacances, le Japon n'est plus le numéro 2 économique mondial, parce qu'il a été dépassé par la Chine, et on pourrait même dire également par l'Union européenne dans son ensemble, si on prend tous les pays de l'Union européenne, et si les États-Unis restent le leader incontestable de l'économie mondiale, le Japon reste toutefois une grande puissance économique, je dis bien économique, dans le monde. Je ne parle pas de puissance politique, militaire ou culturelle, mais une grande puissance économique, incontestable. Et si l'on parle beaucoup aujourd'hui des pays émergents, comme la Chine, comme l'Inde, comme le Brésil, la Russie ou le Mexique, eh bien, je crois que rien ne peut nous permettre de bien comprendre ce qui est en train de se passer avec ces pays-là, même en ne faisant pas d'anachronisme, bien entendu, que si l'on considère ce que le Japon a connu dans la deuxième moitié du XIXe siècle. C'est le seul pays non européen, je veux dire non blanc, qui a connu sa révolution industrielle et qui va très rapidement se moderniser. Il y a de ça un peu plus de 100 ans. Donc ce que la Chine connaît depuis une vingtaine d'années, eh bien le Japon le connaît, l'a connu, il a plus de 120 ans. Donc c'est intéressant, je crois, d'étudier l'histoire de ce pays-là pour voir un petit peu comment un pays non européen, non occidental, je dirais pour être plus précis, a pu connaître ce boom qui va le propulser au XXe siècle, plus exactement après la Deuxième Guerre mondiale, à la première place des puissances économiques. Mais pour cela, il faut remonter bien plus loin dans l'histoire de ce pays, car vous savez, c'est ce que nous enseigne l'histoire, c'est que rien ne se fait rapidement et que c'est à la suite d'évolutions multiséculaires que l'on peut comprendre évidemment les transformations d'un pays, même s'il y a des coups d'accélérateur à certains moments. Et je dirais que c'est l'originalité du regard de l'historien par rapport à celui du géographe ou du sociologue, que de considérer les phénomènes dans leur longue durée et non pas dans une durée relativement courte, qui est souvent celle des autres sciences humaines qui travaillent sur 20, 30 ou 40 ans. Voilà. Alors, le Japon, d'où vient le nom du Japon? Alors, Japon, ça vient de deux mots, Jepen, qui est un mot chinois. Curieux, mais le Japon tire son nom d'un mot chinois, pas d'un mot japonais, Jepen. En fait, ce sont deux calligrammes, de caractères chinois, Jepen, qui veut dire, et ça vous le savez sans doute, c'est le pays du soleil levant. Donc Jepen, ça veut dire le pays de l'Orient, en chinois, pas en japonais, parce que l'Orient pour la Chine, c'est le Japon. Ça va? Jepen. Alors, l'écriture japonaise, ce n'est rien d'autre que de l'écriture chinoise. Et c'est ce qui explique que vous avez les deux mêmes caractères chinois qui se lisent différemment en japonais. En japonais, ça devient, Jepen, ça devient les mêmes caractères, c'est Nippon. Nippon. Vous connaissez ce terme aussi. Ça veut dire aussi le pays du soleil levant, sauf que cette fois-ci, ce sont les Japonais qui appliquent ce terme à leur propre pays. C'est un petit peu bizarre. Parce que quand on parle de son propre pays, c'est bizarre de dire le pays de l'Orient, le pays du soleil levant. Ce qui est sûr, en revanche, c'est que le soleil est, pour les Japonais, une donnée fondamentale. Vous savez que le drapeau japonais, c'est un grand soleil rouge sur un fond blanc, soleil rouge qui, pendant la Deuxième Guerre mondiale, et même avant, depuis les années 30 d'ailleurs, était un soleil rayonnant. Il y avait des rayons rouges qui partaient de ce soleil
et qui montrait la volonté expansionniste de ce pays à travers le monde et plus particulièrement dans l'Asie de l'Est et dans le Pacifique. Alors sur le plan géographique maintenant, parce qu'on ne peut pas nier évidemment les données géographiques pour comprendre l'histoire d'un pays. Vous savez que c'est un pays qui est, comment dirais-je, à l'inverse de nos pays d'Europe occidentale, un pays qui est menacé par toute une série de traumatismes d'ordre géologique. Vous savez que le Japon se situe sur une grande faille qui va du nord vers le sud Pacifique. C'est une région où les tremblements de terre sont fréquents, puisque vous avez une plaque tectonique qui descend à hauteur du Japon en dessous de l'Asie, et c'est ce qui explique ces tremblements de terre très fréquents, qui nécessitent d'ailleurs des techniques de construction particulières pour les villes japonaises, pour éviter qu'elles ne s'écroulent chaque fois qu'il y a un tremblement de terre. Donc on a dû imaginer des techniques particulières pour résister à ces tremblements, donc il faut une certaine souplesse au niveau de la construction. C'est une région également marquée par toute une série de phénomènes naturels, comme les ouragans, que là-bas on appelle des typhons, ou des tsunamis. Alors les tsunamis, ce sont des raz-de-marée. Donc, c'est une région, je dirais, très instable sur le plan géologique et qui, sur le plan climatique, n'est pas un paradis comme on pourrait l'imaginer, avec les cerisiers du Japon, enfin, vous voyez, l'imagerie d'Épinal que l'on peut avoir habituellement. Donc, ça a nécessité pour les populations qui vivent dans ce pays d'être imaginatives pour résister, évidemment, à ces données, ces contraintes géographiques. Voilà. Alors, maintenant, quand vous voyez le Japon, principalement ce sont 4 îles. Dans le nord, vous avez ici l'île de Hokkaido, là-bas, Iezo, Hokkaido. Vous avez ici la grande île ici, que l'on appelle Honshu ou Hondo, la grande île ici. Puis alors, vous avez Shikoku, et comment s'appelle l'autre encore? Allez. Non, la Corse c'est une ville, Shikoku et Ryukyu, voilà. Ça va donc 1, 2, 3, ici 4, avec une sorte de petite mer intérieure qui sépare donc la grande île ici et celle-ci. Alors, le Japon se trouve à la limite de la culture, à l'heure actuelle, d'un certain nombre de plantes, comme le mûrier, le théier et enfin le riz. Le riz que l'on cultive pratiquement jusqu'au nord d'Hokkaido, donc au nord. Là-bas. Donc c'est un pays qui est, comment dirais-je, cultivé un certain nombre de plantes, et le riz joue un rôle essentiel, mais c'est un pays marqué, je vous l'ai dit, sur le plan géologique, par justement, comment dirais-je, ces plaques tectoniques qui font bouger, parce que celle du Pacifique descend sous du continent asiatique, et c'est ce qui explique que vous avez des chaînes de montagnes qui occupent pratiquement 80% du territoire. Donc, la population, la partie du pays qui est vraiment habitable et utilisable pour les cultures ne représente que 20% du territoire. Donc, c'est sur ces 20%-là qu'habite toute la population chinoise. Ça va? Or, vous savez qu'à l'heure actuelle, la population chinoise est très très nombreuse. Et ce qui explique que vous avez une concentration de la population japonaise dans des grandes conurbations, des mégalopoles qui s'étirent sur plusieurs dizaines de kilomètres et qui regroupent des dizaines de millions d'habitants sur la côte sud-est.
je crois vous avoir dit l'essentiel. Alors maintenant, on va passer sur le plan géographique. Alors maintenant, on va passer à l'histoire, proprement dite. Alors on peut dire que le Japon est dans la préhistoire pratiquement jusqu'au VIe siècle de notre ère. Parce que vous savez que la notion de préhistoire est liée à l'introduction de l'écriture. On ne rentre véritablement, l'humanité n'entre dans l'histoire qu'à partir du moment où il y a une écriture. Or, cette écriture chinoise n'arrive qu'au VIe siècle de notre ère, ce qui correspond chez nous à la période mérovingienne, pour vous donner un point de comparaison. Alors, on peut considérer que cette période préhistorique, qui est d'ailleurs très mal connue, sinon par l'archéologie, par les méthodes traditionnelles des préhistoriens, si vous voulez, peut se fractionner en trois parties. Une première partie qui est antérieure au IIIe siècle avant Jésus-Christ, qui est liée à la présence d'une ethnie, d'un peuple que l'on appelle les Aïnos, A-I-N-O-S, les Aïnos. Cette population qui était progressivement rejetée vers le nord d'Hokkaido, vers les îles Kuriles et vers donc les îles Kuriles ici et vers l'île de Sakharine, donc les Aïnos, on ne les trouve plus qu'ici pour l'instant, à l'heure actuelle. Eh bien, jadis, on en a des preuves certaines, les Aïnos occupaient tout le Japon. On en a des traces. Ils ont été progressivement rejetés, donc, du sein. Alors là, c'est difficile de fixer des dates. Mais en tout cas, on peut dire que vers 300 avant Jésus-Christ, les Aïnos sont vraiment, véritablement repoussés vers le nord. C'est un petit peu ce qui s'est passé en Grande-Bretagne, je dirais, lorsque les Celtes sont arrivés, ils ont repoussé vers le nord les Pictes, ces populations primitives vers l'Écosse. Alors, ce qui est intéressant à noter, alors moi j'aime bien faire des liens comme ça à travers l'histoire universelle, c'est que c'est vers 300, justement, entre le 3e et le 2e siècle avant Jésus-Christ, qu'on est sûr que des populations venant de Chine et venant d'Indonésie arrivent donc au Japon, complètent les populations d'origine continentale qui avaient repoussé les Aïnos vers le nord, et ça se situe justement, je le disais, à l'époque où les Belges, les Celtes de Belgique, les Belges, c'est un mot évidemment anachronique, même s'il date de l'époque de Jules César, en fait, les Celtes de Belgique, vers le IIIe siècle, envahissent l'Angleterre. Pas pour pousser un cocorico, mais comme vous le savez peut-être, les Celtes qui vont occuper l'Angleterre à partir du IIIe siècle, ce sont donc des Belges. Donc, ce sont les Belges qui ont envahi l'Angleterre. Ça se sait peu dans ce sens intérêt. Moi, je suis tout à fait opposé à ce nationalisme comme ça, cocardier, qui est un petit peu ridicule, mais enfin, ça fait partie de la culture, il faut le savoir. Et donc, alors, je reviens ici au Japon. Donc, ces populations d'origine chinoise, voire coréenne, ou d'origine indonésienne, vont apporter toute une série d'éléments fondamentaux quant au substrat matériel de la civilisation japonaise. Qu'est-ce qu'ils apportent? Eh bien, ils apportent le fer, ils apportent le bronze, ils apportent le tour de potier, très important, vous savez, à l'époque néolithique. Ils apportent également la monnaie qui vient de Chine, 3e, 2e siècle avant Jésus-Christ. Il y a le plus important de tout, c'est qu'évidemment, ils apportent la culture du riz à partir du 3e, 2e siècle avant Jésus-Christ. Vous savez que l'alimentation, c'est évidemment la base de la vie, de la survie des gens, et donc le riz, c'est quelque chose d'essentiel pour une population nombreuse qui va se développer au Japon. Le riz, c'est l'équivalent du blé dans nos régions. Et donc le riz va remplacer le millet. Parce que
avant le IIIe siècle, bien entendu, les Japonais étaient déjà à l'époque néolithique. On a vu il y a quelques instants qu'il y a l'apport ici de la métallurgie au IIIe, IIe siècle, mais ils connaissaient bien, ils étaient rentrés, bien entendu, plutôt dans l'époque néolithique, donc dans la culture et l'élevage. Ça va? Et le millet va être remplacé par le prix. On passe maintenant à la troisième phase, deuxième, troisième siècle après Jésus-Christ, toujours dans le cas de ce Japon préhistorique antérieur au 7e siècle de notre ère. Donc deuxième, troisième siècle de notre ère, on voit se dessiner déjà les premiers contours de la civilisation japonaise avec la présence de clans, de chefferies, si vous voulez, la présence également d'artisans, de paysans et de serfs. Autre élément important de cette période-là, c'est la naissance, ou plutôt la formation d'une religion qui va bientôt devenir la religion d'État, et qui l'est d'ailleurs toujours à l'heure actuelle. C'est la religion quasi officielle, même si, je dirais, elle n'apparaît plus dans la constitution japonaise depuis 1945, c'est le shintoïsme, ou le shinto. Alors, le shinto est caractérisé par quoi? Alors, le shintoïsme est caractérisé par, un petit peu comme les Chinois, le culte des ancêtres et la présence de nombreuses divinités liées à la nature. On passe maintenant à l'époque historique. L'époque historique débute, je vous ai dit, au VIe siècle de notre ère. Alors cette époque historique est caractérisée par la naissance d'une royauté, autrement dit d'un empire, même si cet État est assez embryonnaire, qui ne va véritablement former une unité qu'à partir de 700, donc au 8e siècle. Donc les deux premiers siècles sont une époque de royauté embryonnaire, mais il ne faut pas imaginer que cet empereur est un empereur tout-puissant. Pas du tout. Il est dominé par quelques grands clans. Et le grand clan qui va dominer pendant 4 siècles, jusqu'à la fin du XIIe siècle, ce sont les Fujiwara. Écrit au tableau, les Fujiwara. Donc c'est le clan dominant au Japon jusqu'en 1198. Ça va donc pendant 4 siècles. C'est l'époque, je vous ai dit, où on peut parler du passage d'un Japon préhistorique à un Japon chinois. Quand je dis un Japon chinois, entendons-nous bien, la Chine ne domine pas politiquement ou économiquement le Japon, mais c'est un petit peu le phénomène d'acculturation que l'on va rencontrer lorsque Rome, à l'époque de la République, au IIe siècle avant Jésus-Christ, au lendemain des guerres puniques, va conquérir l'Orient hellénistique. Vous savez, tous ces royaumes qui résultaient du morcellement de l'empire d'Alexandre le Grand, lorsque Rome va donc conquérir successivement la Macédoine, l'Anatolie, puis la Syrie et enfin l'Égypte. Rome va s'helléniser. Autrement dit, Rome, qui était une vieille république de type paysan, avec des mœurs assez austères, avant son discours de Caton d'Utique, eh bien, Rome va s'helléniser. Eh bien, de la même manière, le Japon, à partir du VIe siècle, va se siniser. Il va se siniser. Et il va se siniser, je dirais, jusqu'au XIXe siècle. C'est-à-dire que la culture dominante du Japon aura pour modèle
la Chine. Ce sera le grand frère sur le plan culturel. Alors ça se caractérise par quoi? Eh bien, ça se caractérise tout d'abord par l'adoption de ces fameux monogrammes, enfin, calligrammes chinois, qui évidemment, les Japonais ne vont pas parler chinois, bien entendu, ils vont parler japonais, mais le support graphique va servir pour soutenir donc des phonèmes, des sons de la langue japonaise. De la même manière que vous pouvez, à l'heure actuelle, depuis les années 1920, utiliser l'écriture latine pour transcrire le turc. Avant, c'était les caractères arabes en Turquie. Maintenant, en Turquie, vous utilisez une écriture latine. Or, le turc n'est pas une langue d'origine latine, il ne vous apprend rien, c'est une langue d'origine asiatique. Ce qui veut dire que vous pouvez lire le turc sans le comprendre. Hein, si vous voyez dans une librairie un journal turc, vous pouvez lire. Donc vous comprendrez sans doute rien du tout, pas grand-chose. Hein. Eh bien, c'est la même chose pour le japonais. Si vous allez au Japon et que vous êtes chinois, vous pourrez le lire, mais vous ne comprendrez rien, puisque c'est la même écriture. Ça va? Même si ces écritures ont été simplifiées de part et d'autre, donc maintenant il y a une évolution. Mais la base, c'est que ce sont les mêmes caractères. C'est la même écriture. Souvenez-vous, quand on était en première année, l'année passée, hein, je vous ai expliqué que les caractères cunéiformes, c'était l'écriture de peuples qui ne parlaient pas du tout la même langue, et qui d'ailleurs ne se comprenaient pas. C'était l'écriture des Sumériens, dont on ignore l'origine de la langue. C'était l'écriture également utilisée par la langue akkadienne, c'est-à-dire par le babylonien et par l'assyrien, mais c'était également l'écriture des Perses, qui eux étaient des peuples indo-européens. Donc vous voyez qu'une même écriture peut supporter, être la base de lecture de langues complètement différentes. Mais c'est la même chose pour le chinois et le japonais. Alors ensuite, autre accord chinois fondamental, c'est le confucianisme, hein, cette philosophie morale qui naît au VIe siècle avant notre ère, et d'autre part le bouddhisme qui lui est pratiquement contemporain. Voilà. Plus tard, le confucianisme va être un petit peu comme en Chine, la morale, la philosophie du pouvoir officiel, et tandis que le bouddhisme, lui, va devenir la religion populaire. Il y a souvent cette distinction entre la religion officielle et la religion populaire. Je renvoie à ce qu'on a vu aussi l'année passée chez les Égyptiens, entre Ra, qui était le dieu des pharaons, de l'élite, et alors qu'Osiris, le dieu de la végétation, était le dieu principal de la religion populaire. Vous vous souvenez? Donc il peut y avoir des oppositions à l'intérieur même de la religion, je dirais, entre d'une part l'idéologie dominante et l'idéologie dominée. Ben, c'est ce qui se passe au Japon. Ce qui va se passer en tout cas dans la période que nous appelons chez nous le Moyen-Âge. Alors, cette période va être caractérisée sur le plan politique également par l'adoption d'institutions et du droit chinois. Il est d'ailleurs tout à fait caractéristique que sur le plan urbanistique, les premières capitales de cet empire chinois, de cet État chinois, eh bien, que ces plans de villes sont calqués sur les villes chinoises, ou plus exactement coréennes, qui elles-mêmes copient les villes chinoises. Ce sont des plans en damier. On avait vu ça également l'année passée dans le cadre des villes hellénistiques. Pensez également aux villes romaines. Vous vous souvenez, quand les Romains arrivent quelque part, ils tracent sur le sol deux perpendiculaires, le cardo et le dodecumanus, ce qu'on peut voir encore à Paris à l'heure actuelle, quand vous prenez le boulevard Saint-Germain d'une part et d'autre part la rue Saint-Jacques, eh ben, se croisent à angle droit, eh bien c'était là que se trouvait la première ville romaine. Je ne parle pas de la ville gauloise qui se situait sur l'île de la Cité. Ça va? Lutèce, autrement dit.
La première capitale s'appelle Nara, N-A-R-A. Verset 110. Alors Nara se situe ici. Mon savez pas mon petit doigt, ici. Alors Nara en fait se trouve pratiquement à 50 km de la baie d'Osaka ici, et plus ou moins à même distance de Kyoto. Donc les trois villes forment une sorte de triangle. Hein, je vous montre ça ici. Donc vous avez Osaka, Kyoto et Nara. Je simplifie. Hein, il y a plus ou moins 50 km pour chacun des côtés de ce triangle. Donc ça se trouve ici. Ça va, Nara. Pendant 2 siècles, c'est là que va se situer donc la résidence et le gouvernement de l'Empire nippon, de l'Empire japonais. 2 siècles plus tard, une autre ville va être fondée également sur un plan damier, toujours sur base de cette influence coréenne donc chinoise. C'est en fait la ville de Kyoto, mais qui à cette époque-là ne s'appelle pas Kyoto, elle s'appelle Heian. Heian. Alors ça se situe à la fin du Xe siècle, 994. Donc Heian et Kyoto, c'est la même chose. Heian va s'appeler plus tard Kyoto. Kyoto, ça veut dire tout simplement la ville. Kyoto, la ville. Ça va? D'ailleurs, Nara, je ne vous l'ai pas dit, mais ça veut dire la capitale en coréen. Donc de nouveau, vous voyez que le Japon, c'est un pays acculturé, donc qui a connu de nombreux apports extérieurs pour se former, je dirais, culturellement et politiquement. Donc, j'étais en train de vous expliquer cette période impériale, et ce qu'il faut retenir également, c'est que la période de Heian, qui se situe donc, je vous dis, depuis la fin du Xe siècle, donc clairement, en gros, pour donner des datrons, il y a entre 1000 et 1200. Ce sont des datrons, mais je préfère vous retenir des datrons qui sont fausses à quelques années près et qui sont plus faciles à mémoriser. Ça va? Donc, 11e et 12e siècle, c'est l'époque de Heian, qui est l'époque, je dirais, de l'âge d'or de la culture japonaise. Donc, quand on parle du sommet de la culture japonaise, c'est l'époque de Heian. L'époque de Heian, c'est un petit peu l'équivalent de ce que j'ai pu vous expliquer l'année passée quand vous étiez en première pour la Chine. Je ne sais pas si vous avez ça encore en tête. Hein. Je vous ai parlé de l'époque des Tang. T, hein, apostrophe A-N-G, les Tang. Les Tang, je vous avais dit, c'est cette période impériale qui se situe en gros de 700 à 900. En gros, ce sont la fin des 650, disons, c'est 650, 950. Donc c'est la fin des Mérovingiens, c'est l'époque carolingienne, je dirais, les Tang. Hein, période à laquelle succédaient les Song. Donc en fait, l'époque de Heian est contemporaine de l'empire des Song en Chine, mais en fait elle est l'héritière, je dirais, des Tang, avec 2 ou 3 siècles de distance. Ça va? L'âge d'or en Chine de la culture, c'est l'époque des Tang. Ça va? 7e, 9e siècle, tandis que l'époque d'apogée de la culture japonaise, c'est l'époque de Heian, 11e, 12e siècle. Voilà. C'est l'époque où la littérature est très raffinée, où la poésie est très raffinée, où la peinture également est très fine, mais c'est une époque où cette culture chinoise est pratiquement cloîtrée à Heian, à Kyoto, et ne sort pas véritablement du palais. Et si elle se répand, c'est dans les élites de la société japonaise, mais ne touche en aucune mesure, évidemment, la très grande masse de la population constituée par des rustres. Ça va? Bon. Alors on va passer maintenant à l'époque qui va suivre, et qui est extrêmement longue, et très importante pour l'histoire du Japon, c'est l'époque du shogunat.
shogunat. L'époque du shogunat, qui commence en 1198 et qui se termine en 1868 avec l'ère Meiji et la montée sur le trône de l'empereur Mutsuhito, qui précède le fameux Hirohito, qui est l'empereur qui règne pendant la Deuxième Guerre, qui règne et gouverne aussi pendant la Deuxième Guerre mondiale. Ça va? Alors, le shogunat, c'est quoi? Alors, le shogunat, en fait, c'est une institution qui fait penser très fort à celle des maires du palais. Vous vous souvenez qu'à l'époque mérovingienne, les rois, dans les différents royaumes mérovingiens, puisque vous vous souvenez qu'à certains moments il y en avait 4, 3, 2, ça dépendait des périodes, suivant les mariages, les assassinats, les regroupements, eh bien vous vous souvenez que ces royaumes mérovingiens avaient été dirigés par des maires du palais. Le maire du palais, c'était le chef de la domesticité, c'était l'intendant qui avait pris tellement de pouvoir qu'il était devenu pratiquement un peu le Premier ministre. Mais un Premier ministre qui avait presque tout à dire. C'est l'époque de ce qu'on en a appelé à tort, pour la grande majorité, en tout cas des rois de cette époque-là, c'est des rois fainéants, même s'il y avait effectivement quelques rois qui n'étaient pas spécialement actifs dans leur gouvernement, mais enfin, plusieurs rois fainéants étaient des gens tout à fait honorables, bien entendu. Donc le fait qu'il y a eu des rois qui étaient tellement jeunes quand ils ont commencé à régner, je crois que c'est le cas de Clovis II, 5 ou 6 ans, vous pensez bien que c'est difficile à cet âge-là de gouverner. Il y a même un tableau du XIXe siècle où on voit Clovis II à 5 ou 6 ans complètement enfalé sur son trône. Qu'est-ce que vous voulez à cet âge-là? C'est un enfant. Donc tout ça, c'est une mythologie qui a été élaborée à l'époque de la Troisième République pour justifier la montée de l'Empire et donc de Napoléon III au pouvoir. Oui, derrière tout ça, il y avait des objectifs politiques à peine voilés, bien entendu. Alors les shoguns, ce sont donc des maires du palais qui gouvernent réellement à côté de l'empereur qui règne, mais qui n'a plus grand-chose à dire. Ça va? N'oubliez pas que l'empereur, c'est un homme, mais c'est aussi une divinité. C'est un petit peu comme le pharaon, si vous voulez. Ça va? L'empereur prétend descendre immédiatement de la divinité solaire Amaterasu. Vous voulez que j'écrive Amaterasu? Peut-être. Amaterasu. Voilà. Donc jusqu'en 1945, l'empereur du Japon prétend descendre du dieu soleil. C'est comme le pharaon, voilà. Vous voyez ce que je veux dire, qui est aussi représentant, c'est Horus. Il est le fils d'Horus. Donc ça veut dire qu'il y a un lien très étroit de nouveau entre la politique et la religion. Je vous l'ai souvent expliqué dans le cadre des cours que j'ai pu vous prodiguer, c'est que la religion et la politique ont formé un tout pendant très longtemps, et c'est seulement dans nos sociétés occidentales et relativement récemment que ce processus de sécularisation et de séparation de ce qu'on appelle chez nous l'Église et l'État a pu se faire. Je dirais qu'encore en Belgique, à l'heure actuelle, la laïcité n'est pas inscrite dans la Constitution. Il suffit de voir un petit peu la place qu'occupe l'Église, puisque les ministres du culte en Belgique sont assimilés à des fonctionnaires, ils reçoivent un traitement. Donc les prêtres, les évêques, les rabbins, les pasteurs protestants reçoivent un salaire, en gros l'équivalent de celui d'un professeur. De l'État, je dis bien. Donc vous voyez que la séparation de l'Église et de l'État n'est pas assurée en Belgique. En France, elle l'est depuis la loi de 1905. C'est pareil en France. Bon, donc, je reviens, donc le shogun, c'est quelqu'un qui a beaucoup de pouvoir. Alors quand je dis beaucoup de pouvoir, de nouveau en théorie, parce que dans les faits, ceux qui ont beaucoup de pouvoir, ce sont ceux que l'on appelle les daimyo.
Les daimyo, ce sont en fait les grands féodaux. Les grands féodaux, ce que nous, on appellerait chez nous des comtes ou des ducs, si vous voulez. Les grands féodaux. Et il y a des rivalités entre les clans, et le shogun, théoriquement, domine la masse de ces grands féodaux, mais certains d'entre eux sont très puissants. Et le shogun n'est rien d'autre, au fond, que le plus grand de ces grands féodaux. Rien d'autre que cela. Ça va? Alors, comment ça se passe sous le plan matériel? Il faut savoir que quand le shogunat s'installe, au XIIIe siècle, la vie matérielle est au plus bas, je dirais. Donc, vous voyez, ça ne correspond pas tout à fait à la chronologie de l'histoire économique et sociale de l'Occident, puisque je dirais que le XIIe et le XIIIe siècle sont l'apogée du Moyen-Âge classique, tandis que le XIIIe siècle, au Japon, est une période de dépression sur le plan économique. Dans les faits, ça se passe comme ceci. Vous avez, en partant de la base vers le sommet, parce qu'on part souvent du sommet vers la base, mais je pense qu'il faut inverser les données, à la base, vous avez des paysans qui sont oppressés, qui versent les 2/5 de leur récolte, je dis bien les 2/5, c'est quelque chose de gigantesque, qui versent les 2/5 de leur récolte à des seigneurs. Mais les seigneurs sont rarement présents, et quand je dis les seigneurs, ce sont les titulaires de seigneurie, parler de l'équivalent dans l'Occident médiéval. Ils sont présentés par une sorte d'intendant local, le namushi, s'appelle le namushi, comme ça se prononce, qui lui agit localement, c'est lui qui transmet les ordres du seigneur, c'est lui également qui perçoit les redevances, c'est lui également qui rend ce que l'on appellerait en Occident à l'époque la basse justice, donc il s'occupe des petits procès. Alors, au-dessus de ce système d'exploitation économique et sociale, que j'associerais volontiers donc aux seigneuries médiévales, et que l'on trouve encore à l'époque moderne, donc jusqu'en 1868, n'oublions pas. Eh bien, au-dessus, vous avez la pyramide féodo-vassalique. Donc, à bien distinguer, je dirais, du phénomène économique et social qui est celui de la seigneurie. Vous vous souvenez, je vous ai bien expliqué il y a un mois ou deux la différence entre les deux. Entre le système seigneurial, qui concerne les rapports d'exploitation entre des paysans et d'autre part les propriétaires de la terre, et d'autre part le système féodo-vassalique, qui est un système qui est un système de dépendance entre des féodaux, entre des vassaux, et qui remonte donc jusqu'à l'empereur, ici en l'occurrence le shogun, celui qui gouverne. Donc au-dessus vous avez les daimyo. Or les daimyo, c'est pour vous donner un chiffre rond, bien entendu, mais ils sont entre 250 et 300 pour l'ensemble du territoire japonais. Et puis alors au-dessus, vous avez donc le shogun. Alors il faut imaginer que, à côté de ces daimyo, daimyo, je me demande s'il n'y a pas un Y entre le L et le O. C'est daimyo, excusez-moi, j'ai dit le daimyo. Ah oui, maintenant je sais, j'essaie tout petit peu de vérifier, c'est tellement important que je ne peux pas me permettre. Il y a un Y, bien les daimyo, je ne sais pas pourquoi j'ai écrit daimyo. Il y a bien un Y, c'est bien les daimyo. Oui, je ne sais pas pourquoi j'ai écrit daimyo. Il y a un problème de. Oui, ça n'allait pas du tout dans mon oreille. Donc les daimyo. Donc ici c'est I tréma, et ici vous avez un Y, les daimyo. Je ne sais pas pourquoi j'ai écrit les daimyo. Alors, voilà, alors à côté, les daimyo, ils sont entourés par des vassaux, voilà, que l'on appelle les samouraïs. Ça, je ne dois pas l'écrire au tableau, parce
s'appelle Le Dernier des Samouraïs, des choses comme ça. Donc, c'est un mot que vous connaissez bien, aussi figure les mangas, enfin bref, cet aspect-là de la culture japonaise, je crois, bien connu, par tous les dessins animés, enfin voilà, très nombreux qui viennent justement du Japon, ou même quand c'est projeté dans la science-fiction, ce sont souvent des samouraïs qui disposent d'armes ultra-modernes, en fait, ce ne sont rien d'autre que des samouraïs. Alors les samouraïs, il faut bien nous entendre, c'est un petit peu l'équivalent des chevaliers, je dirais, pour faire simple. Ce sont des vassaux qui sont dans un lien de dépendance par rapport au daimyo et ils reçoivent, en échange de leur service sur le plan militaire, ils reçoivent en fait des avantages en nature, ils reçoivent également des avantages sur le plan monétaire, ils reçoivent de l'argent, autrement dit, puisque la monnaie existe. Il peut recevoir éventuellement une terre à titre viager ou pour une période très limitée dans le temps, mais en aucun cas ces terres ne deviennent héréditaires. Donc on ne peut pas comparer le système féodo-vassalique au système occidental. On veut parler de système féodal parallèle à un système vassalique. C'est comme si c'était le système qui se met en place en Europe à l'époque mérovingienne, au début de l'époque carolingienne, sans que les deux systèmes n'aient véritablement coïncidé. Vous savez que, je vous l'ai déjà expliqué, que c'est seulement en 877, lors de la publication, de la promulgation du capitulaire de Cuirzy-sur-Oise, qu'en France, Charles le Chauve rend les fiefs héréditaires. Autrement dit, les comtes qui jusqu'alors n'étaient officiellement que des hauts fonctionnaires deviennent de fait propriétaires de leurs terres et vont devenir bientôt, au siècle qui va suivre, à partir du Xe siècle, des princes territoriaux. Vous vous souvenez, qui alors ont des pouvoirs régaliens. Ça va? Bon. À cette époque-là, on peut comparer plutôt les samouraïs, je dirais, à ce qu'on appelle les antrustions. Les antrustions, ce sont les compagnons de ces rois mérovingiens. Ça va? Des gens qui vivent même dans le palais de ces rois mérovingiens, qui sont des compagnons d'armes, si vous voulez. D'ailleurs, je vous rappelle que l'origine du mot comte, c'est comes, qui veut dire compagnon, hein? Camarade, si vous voulez. Donc ce sont des compagnons d'armes. Je dis, les samouraïs, c'est ça. Donc vous avez au Japon un système, vous avez, comme en Europe occidentale à l'époque, un système seigneurial qui est en place, avec l'exploitation économique et sociale, parallèlement un système politique, mais un système politique qui n'a pas connu véritablement la fusion entre la féodalité et la vassalité comme en Europe occidentale. Ça va? Avec la féodalité qui a essentiellement une fonction d'ordre politique, tandis que la vassalité, elle a essentiellement une fonction, je dirais, d'aide militaire. Mais il y a évidemment un système, comment dirais-je, d'échange entre le daimyo qui protège, grâce à ses dons en nature ou en argent, les samouraïs, tandis que le samouraï, en échange, aide le daimyo dans ses luttes contre d'autres daimyos, ces luttes féodales, si vous voulez, pour obtenir des territoires, pour piller dans les territoires des daimyos voisins. Est-ce que c'est bien compris le système qui se met en place donc à partir du XIIe siècle? Ce qui est intéressant de noter aussi, c'est que sur le plan idéologique, parce que j'aime bien faire le lien entre le substrat matériel et la superstructure idéologique, c'est que, et je l'avais déjà annoncé tout à l'heure, c'est que le néo-confucianisme, en fait, c'est le système qui, sur le plan idéologique, permet de légitimer le pouvoir du shogun et des élites de Kyoto, si vous voulez, à ce moment-là, de la cour du shogun, et d'autre part,
le bouddhisme populaire qui, comment dirais-je, ce bouddhisme populaire qui, dans le cadre d'un syncrétisme uni, ce bouddhisme chinois, d'origine chinoise, où Bouddha apparaît essentiellement comme un sauveur, ainsi que ses représentations, le Bouddha, ou les Bouddhas plus exactement, vont être associés aux divinités du Shinto. Et c'est ainsi que le Bouddha au Japon est honoré, vénéré comme un dieu. C'est le cas également en Chine. À l'inverse du bouddhisme du petit véhicule, de l'Hinayana, qui est pratiqué en Thaïlande, au Laos, au Cambodge, par exemple. Ça va ? Donc le bouddhisme qui s'installe dès le 7e siècle au Japon, c'est un bouddhisme donc du grand véhicule. C'est comme ça que les Bouddhas japonais, c'est un petit peu comme les Bouddhas chinois, ce sont des Bouddhas assez replets, avec un gros ventre, des gros joues, et ça n'a rien à voir avec les représentations des Bouddhas ascétiques que l'on trouve donc dans le sud-est asiatique, à l'exception du Vietnam, qui lui est sous l'emprise du Mahayana, c'est-à-dire du bouddhisme du grand véhicule. Ça va ? Bon. Donc vous voyez bien la différence entre les deux. Donc l'idéologie dominante, je dirais, à la cour shogunale, c'est le néo-confucianisme, c'est-à-dire une morale assez dure, très hiérarchique, qui domine le système féodo-vassalique. À la base, vous avez une religion qui mêle le shintoïsme ancestral et d'autre part le bouddhisme progressivement arrivé de Chine à partir du 7e siècle. Et puis entre les deux, vous avez le bouddhisme version samouraï qui est le zen. Alors le zen, on en parle beaucoup en Occident, mais dans sa version évidemment édulcorée, quand on pense au zen dans nos pays, quand on dit à quelqu'un sois zen, ça veut dire sois calme, ne te stresse pas. En gros, c'est une morale, je dirais, un petit peu une manière de vivre, qu'on associerait volonté au yoga. Ouais, quelque chose, c'est une manière, sois zen, c'est-à-dire détends-toi. Le zen, en fait, c'est une déviance du bouddhisme, qui est le zen, originellement, si vous voulez, est une religion d'amour, une morale d'amour, de bien-être, va, sous sa forme japonaise, être essentiellement une morale qui permet à ces samouraïs de se déchaîner, de se détacher de cette morale imposée par l'idéologie dominante, qui est celle donc du néo-confucianisme, et qui permet aux instincts de s'exprimer, justement, à ces guerriers de s'exprimer. Même si c'est sous la forme d'arts martiaux qui eux-mêmes sont codifiés et réglementés. Donc vous avez dans ce Japon médiéval et même moderne, ça veut dire antérieur, qui correspond au moderne, à la modernité chez nous, c'est-à-dire antérieur à 1868, donc dans ce long Moyen-Âge qui va donc du XIIIe siècle au XIXe siècle au Japon, vous avez donc le conflit entre deux idéologies, d'une part une morale très codifiée, qui est celle des élites, et d'autre part cette volonté de libre expression de l'instinct, qui est celle des samouraïs, et que l'on va retrouver d'ailleurs, et qui explique peut-être dans l'entre-deux-guerres le rapprochement, je parle de l'entre-deux-guerres du XXe siècle, qui explique peut-être le rapprochement entre l'idéologie des militaires au Japon et d'autre part l'idéologie nazie, celle des SS. Il y a quelque chose qui rapproche ces deux idéologies des samouraïs et celle des SS. Excusez-moi de faire une comparaison un petit peu rapide, mais je dis dans la morale. Je ne parle pas dans des aspects idéologiques plus particuliers, évidemment, qui concernent les uns les autres, mais on peut dire que quand même dans l'entre-deux-guerres, le complexe militaro-industriel n'est pas loin de ressembler quand même au complexe militaro-industriel de l'Allemagne nazie.
incontestablement, par le racisme aussi. Hein. Les Japonais étaient racistes dans la guerre. Vraiment, les Chinois, les peuples d'Asie du Sud-Est, les Indonésiens étaient considérés comme des sous-hommes hein, pour eux. Véritablement, hein, ils se considéraient comme la race des seigneurs. Donc il y a plus d'un point qui rapproche les deux. Alors, je retourne maintenant au Japon de l'époque qui nous intéresse. Donc, je vous ai expliqué que sur le plan étatique, on a donc un morcellement réel du pouvoir, que le shogun, théoriquement, est tout-puissant, mais ce n'est qu'illusion. Au XVIe siècle maintenant, les clans s'affrontent dans des luttes interminables, on peut parler de véritables guerres civiles. À cette époque-là, au Japon, ça correspond, même si la motivation n'est pas la même aux guerres de religion à la même époque en Europe, en Allemagne, en France par exemple, mais là c'est vraiment la religion qui oppose des groupes sociaux, tandis qu'ici il s'agit de conflits, je dirais, de prédation. Et l'empereur va essayer de tirer son épingle du jeu à ce moment-là, en voyant que le shogun perd tellement de pouvoir. À ce moment-là, ce sont les Ashikaga, excusez-moi, Ashikaga, mettez au tableau, Ashikaga. Eh bien que les shoguns de la dynastie Ashikaga sont tellement affaiblis que l'empereur, à ce moment-là, qui était un personnage de seconde zone, qui était enfermé dans son palais, ça fait un petit peu penser, si vous avez vu le film de Bernardo Bertolucci, qui date maintenant d'il y a 20 ans, qui s'intitule Le dernier empereur en Chine, cette fois Puyi, vous l'avez peut-être vu. Eh bien, ce dernier empereur chinois, il vit reclus dans son palais, il ne sait pas du tout ce qui se passe en dehors de l'enceinte sacrée du palais, il n'a jamais été en ville, il ne sait pas ce que c'est qu'un Chinois finalement. Il vit dans le cadre d'un cérémonial. Et bien les empereurs japonais, sur base également dans le cadre de cette culture civilisée au Japon, vit de la même manière. Il est tout à fait enfermé dans son palais. Il ne sait pas ce qui se passe en dehors. Eh bien, au XVIe siècle, à un moment donné, dans la deuxième moitié du XVIe siècle, l'empereur du Japon va faire appel à un chef de guerre pour s'opposer justement au shogun en place. Il se fait que ça va se révéler une mauvaise affaire à terme, parce que le shogun va effectivement tomber face à cette sorte de contre-shogun, tombe, il est remplacé par un nouveau shogun qui, lui, va véritablement devenir le maître du Japon, je dirais, entre 1600 et le milieu donc, du 19e siècle, pendant 2 siècles et demi. Ça va? Donc c'est une véritable révolution shogunale. Autrement dit, l'époque shogunale se divise en 2 parties. Une première partie qui va d'Atronde de 1200 à 1600, qui est 4 siècles, où on peut parler d'un pouvoir shogunal théorique où dominent en fait les grands clans féodaux, les daimyos, et puis alors d'une deuxième phase qui couvre donc 1600-1868, qui est l'époque où les shoguns sont tout puissants et le clan qui domine, on peut même dire la dynastie, c'est un petit peu comme pour les Pépinides à l'époque des Mérovingiens, c'est le clan des Tokugawa. Les Tokugawa. Tokugawa. C'est non pour l'écriture parce que ce n'est pas des choses dont je suis fan des Tokugawa. Attendez, Toku. Est-ce que c'est le cas, la version projet de cas? C'est Tokugawa. Oui, c'est d'abord, excusez-moi. Tokugawa. Il me semble comme ça. Alors, je suis pas sûr. D'ailleurs, cette lutte
des clans dans la deuxième moitié du XVIe siècle est admirablement comment dirais-je, l'objet d'une évocation admirable d'Akira Kurosawa dans son film Le Kagemusha. Le Kagemusha, c'est rien d'autre que le double, justement, d'un chef de guerre à ce moment-là. Vous avez peut-être vu le film Ran également, du même Akira Kurosawa. C'est un grand réalisateur japonais qui s'est entre autres intéressé à l'époque féodale de ce Japon, donc antérieur à l'ère du Meiji. Voilà. Alors, pendant les 2 siècles et demi qui vont suivre, donc entre 1600 et 1868, il y a 2 types de daimyo. Alors, il y a les daimyo qui font partie directement de la clientèle du shogun et qui, eux, reçoivent les avantages liés, évidemment, à leur fidélité, et d'autre part, les autres daimyo qui sont antérieurs, je dirais, c'est la noblesse, c'est un petit peu comme la noblesse des croisades en France, par opposition à la noblesse de robe, si vous voulez, la vieille noblesse d'épée. Vous avez les daimyo qui sont indépendants, qui ne doivent rien au shogun, parce que le shogun ne leur a pas distribué des prébendes, si vous voulez. Mais, quoi qu'il en soit, le shogun profite de cette division entre fidèles et indépendants pour régner de manière absolue. On peut même dire que le XVIIe siècle ressemble étonnamment, par la politique mise en place par les shoguns à l'époque, par le règne de Louis XIV. En effet, les shoguns de cette époque-là, d'une part, accordent des pensions aux daimyo fidèles. Ils accordent également des titres honorifiques. Et je dirais que tout régime autoritaire, voire dictatorial, fonctionne sur des dons en nature et sur des titres honorifiques. Vous voyez comment ça se passe même dans des dictatures actuelles. Vous voyez même ce qui se passe en Côte d'Ivoire pour l'instant. Si Laurent Gbagbo parvient à rester au pouvoir pour l'instant, c'est grâce à ses clientèles, bien entendu. À tout ce qu'il a pu mettre en place précédemment. Les avantages en nature, c'est un groupe de quelques dizaines de familles qui ont profité du système depuis plus de 10 ans. Mobutu fonctionnait exactement de la même manière. Mais, à côté de ça, vous avez également une obligation, c'est celle de l'assignation à résidence et l'obligation à vivre 1 année sur 2 à la cour, non plus de Kyoto cette fois, mais de Tokyo. En effet, je n'ai pas voulu rentrer dans les détails, mais il faut savoir qu'au XIIIe siècle, puis au XIIIe siècle d'abord, puis ensuite, par la capitale a plusieurs fois changé de lieu. En gros, je dirais qu'entre 1400, je ne remonte pas avant 1400, parce qu'il y a eu également, c'est l'époque de Kamakura, on appelle, pour l'époque du XIIIe siècle, Kamakura. Mais le shogun va déplacer sa cour entre 1400 et 1600 d'Atronde, d'abord à Kyoto, enfin dans un quartier de Kyoto pour être plus précis, et enfin à partir de 1600 jusqu'en 1868 à Tokyo. Sauf que Tokyo, à cette époque-là, ne s'appelle pas Tokyo, mais s'appelle Yedo ou Edo. Je l'écris au tableau, donc le Y n'est pas obligatoire dans la graphie. Yedo, donc on peut l'écrire E-D-O. Yedo. Alors, où se trouve Yedo? Mais Yedo, c'est rien d'autre, avant 1868, que l'ancien nom de Tokyo. Ça va? De la même manière, je vous ai dit que Kyoto, Heian, c'est la même chose, 11e, 12e siècle, de la même manière que Tokyo ne porte pas ce nom-là jusqu'en 1868. C'est l'empereur Mitsuhito qui va changer le nom de Yedo en celui de Tokyo. Alors où se trouve Tokyo? Là, j'imagine que je ne vous apprends rien. Tokyo se situe ici. Ça va? Donc vous devez compter qu'entre Kyoto et Tokyo,
pratiquement, ça fait peut-être 400 km, cette distance-ci. Ça va 400 km. Voilà, donc il faut avoir quand même quelques notions, évidemment, de la géographie du Japon. Nagasaki se trouve ici, là-bas, Hiroshima ici, Osaka là, Kyoto se trouve là, et ici, vous avez donc Tokyo, Yedo. Alors, évidemment, les daimyos sont coincés. Ils doivent vivre une année sur 2 ou 6 mois par an à la cour. Mais, ça vous rappelle quoi? Parce que Louis XIV a fait au XVIIe siècle. C'était une manière de domestiquer la noblesse, lorsqu'il a construit ce château merveilleux, magnifique, et celui de Versailles. C'était évidemment dans une intention politique qu'il a construit le château de Versailles, pour assurer et légitimer son pouvoir. C'était le plus beau palais, évidemment. Il voulait que ce soit le plus beau palais du monde, mais c'était certainement le plus beau palais d'Occident, incontestablement, quand il a construit, à partir de la fin des années 1660. Mais c'était essentiellement dans un but de séparer la noblesse des provinces qui avaient été turbulentes à l'époque de son père. Dans les années 1630, 1640, il y avait eu de nombreuses révoltes dans la première moitié du XVIIe siècle en France. Il y avait eu la révolte des nu-pieds, il y avait eu la révolte des croquants, etc. C'était des révoltes populaires, mais il y avait eu surtout, entre 1648 et 1651, il y avait eu la fronde parlementaire et fronde des princes. Et Louis XIV, il était enfant à cette époque-là. Louis XIV, il est né en 1638, donc quand il monte sur le trône, il a 5 ans, en 1643. Et donc, vous imaginez, il avait une dizaine d'années au moment de la fronde. Il avait dû fuir avec toute la cour à Saint-Germain, il avait dormi dans le froid, pratiquement sous la paille, si je puis dire, au château de Saint-Germain, quand il avait dû fuir Paris. Et donc, Versailles, c'est la résultante, je dirais, d'un traumatisme lié à son enfance, c'est d'avoir un pouvoir absolu où les grands féodaux doivent quitter leur province, l'Auvergne, la Guyenne, le Poitou, la Bourgogne, etc., ou la Provence, venir habiter à Versailles, et pratiquement à la même époque, on envoie des intendants qui doivent tout au roi, et qui ne sont bien d'autres que des commis du roi, des commissaires, qui sont envoyés, qui sont un peu l'équivalent des missi dominici des taux carolingiennes, et qui vont devoir gouverner, eux, réellement, sur le plan civil des provinces, en matière de finances, en matière de justice et en matière de police, c'est-à-dire de maintien de l'ordre. Voilà. Eh bien, à ce moment-là, les shoguns font la même chose. Ils veulent avoir les daimyos à mi-temps à la cour de Tokyo, de Yedo, donc, à ce moment-là, pour éviter qu'ils ne deviennent trop puissants et qu'ils ne puissent susciter des révoltes de type féodal dans leur province. Alors, le XVIIe siècle est une époque de récession économique d'une manière générale. On parle souvent de la crise générale, même en Occident, à l'époque, au XVIIe siècle. En tout cas, ça semble être bien le cas également au Japon. Donc, il y a un recul sur le plan de la production au Japon. Même s'il ne faudrait pas l'exagérer, parce que souvent, d'un point de vue pédagogique, on a tendance à forcer les contrastes pour que ce soit bien audible et intelligible par les élèves, par les étudiants, donc il ne faudrait peut-être pas trop forcer. Ce qui est sûr, en revanche, c'est que le XVIIIe siècle voit les premiers signes d'une économie, je dirais presque pré-capitaliste, qui va annoncer l'ère Meiji. Parce qu'on a souvent considéré que le Japon, à partir de 1868, connaît une véritable révolution et que l'on serait passé du Moyen-Âge à l'âge moderne très rapidement, comme ça. C'est pas vrai. Et ça, le rôle de l'historien est là justement pour montrer que tout ça se prépare sur plusieurs siècles. Et au XVIIIe siècle, on voit tout d'abord une croissance importante de la population, ce qui se vérifie sur le plan mondial. On signale que les Chinois sont près de 300 millions à la fin du XVIIIe siècle. Et moi, je me souviens, quand j'étais enfant, dans les années 60, il y avait un chanteur français, Jacques Dutronc, qui chantait 700 millions de petits Chinois, et moi,
Et la politique de l'enfant unique, qui en est à la 3e génération maintenant, a quand même conduit à ce qu'en 50 ans, le nombre de Chinois ait doublé. Parce que 50 ans, c'est pratiquement l'âge de ma vie. Hein, et donc quand j'étais enfant, il y avait 700 millions de Chinois, et maintenant il y en a 1 milliard 400 millions. Donc ça a doublé, malgré la politique de l'enfant unique qui a été mise en place, hein, donc il y a plus de 50 ans, par Mao Tse-tung. Donc vous voyez, qu'est-ce que ça aurait été s'il n'y avait pas eu la politique de l'enfant unique, hein. Ça serait peut-être, je ne sais pas, 2 milliards, que sais-je. Voilà. Alors je reviens maintenant au XVIIIe siècle. Donc il y a une croissance très sensible de la population. Alors, croissance sensible de la population, en général, ça ne signifie pas toujours bonheur pour les paysans, pour les petites gens. Pourquoi? Parce que quand la main-d'œuvre est abondante, ça veut dire que, bien, au niveau du salariat, du rapport de force, ben, le rapport est tout à fait négatif. Vous savez que plus un bien est abondant, plus il est bon marché, hein, plus un bien est rare, plus il est coûteux. À partir du moment donné où la main-d'œuvre devient abondante, ça veut dire qu'elle devient bon marché. Donc ça veut dire que, effectivement, pour les paysans qui sont dans un système de redevance, évidemment, il y a toujours une partie très importante de leurs revenus en nature qui partent auprès de leur seigneur, mais à partir du moment où il y a des villes où là, ce qui prime, c'est un système déjà salarial qui va s'installer définitivement au moment de la révolution industrielle dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle, mais à partir de ce moment-là, les salaires vont être bas, puisque la main-d'œuvre est bon marché. Il y a également une croissance manifeste pour la culture du riz, donc croissance des rendements incontestables au XVIIIe siècle. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que comme en Europe, avant le XVIIIe siècle, jusqu'au XVIIIe siècle, les daimyos sont tenus par un code de l'honneur et ils ne peuvent pas commercer, parce que l'argent est sale et les daimyos, la noblesse, la haute noblesse, ne peut pas se salir les mains. Donc elle doit vivre des revenus de la terre. Mais quand les rendements croissent et que vous disposez d'un surplus, mais qu'est-ce que vous allez faire? Vous avez évidemment envie de le vendre à des gens qui en ont besoin. Les daimyos eux-mêmes ne peuvent pas. Donc ils vont trouver des hommes de paille, c'est-à-dire des gens, des marchands, qui eux vendent, mais ne peuvent pas évidemment dévoiler le nom du daimyo qui se trouve derrière. En France, on a le même système au XVIIe et au XVIIIe siècle, c'est très connu. Et lorsque un homme ne pouvait pas déroger à son état, c'est-à-dire qu'un homme ne pouvait pas non plus commercer. Or, il y a des travaux, et particulièrement ceux de Guy Chaussinan-Nogaret en France, qui ont montré que la noblesse en France est très active, contrairement, on pourrait penser, une certaine noblesse, entendons bien, mais il y a une noblesse d'affaires, mais qui se cache. Donc il ne faut pas imaginer de manière catégorique, comme on le fait souvent dans l'enseignement secondaire, il y a les bourgeois qui sont la classe sociale montante, comme on dit toujours, et puis la noblesse qui vit toujours dans ses rêves d'antan en tant que propriétaire terrien. C'est pas vrai. En France, au XVIIIe siècle, vous avez des nobles qui sont des hommes d'affaires, mais ils doivent souvent se cacher, y compris dans l'armement, par exemple dans le domaine de la marine, dans le domaine de l'industrie. Les nobles ont joué un rôle important. En Angleterre aussi, d'ailleurs. Mais ça ne devait pas se savoir. Donc, vous voyez, se met en place un pré-capitalisme dès le XVIIIe siècle. En effet, on utilise des moyens monétaires divers. Au XVIIIe siècle, on utilise par exemple des moyens de crédit. On utilise la lettre de change. Ben alors, la lettre de change, c'est rien d'autre que l'ancêtre des chèques. Donc le Japon antérieur à l'ère Meiji n'est pas du tout le Japon médiéval tel qu'on pourrait s'imaginer. C'est un Japon effectivement féodal. Et c'est cela qui fait toute l'originalité du Japon. C'est un Japon féodal où les traces, les prodromes de la modernité capitaliste sont bien présents. Il faut savoir que dès 1639, à l'époque de la crise économique, les shoguns, vraisemblablement dans le cadre de mesures protectionnistes et aussi
pour des raisons sans doute de frilosité, mais surtout dans le cadre de mesures protectionnistes, ont décidé de fermer le Japon aux étrangers pendant 2 siècles et demi. Donc de 1639 jusque, non pas 1868, mais en fait jusqu'en 1853. En effet, en 1853, qu'est-ce qui se passe? Un amiral américain, le Commodore Perry, P-E-R-Y, arrive avec ce qu'on appelle les 4 navires noirs dans la rade, c'est de Tokyo si mes souvenirs sont bons, et oblige le shogun à ouvrir un certain nombre de ports du Japon au commerce international et au commerce américain en particulier. À partir de ce moment-là, le Japon va devoir forcer, je dirais parce qu'il n'a pas le choix, s'ouvrir à l'Occident. Donc c'est antérieur à l'ère Meiji. Il faut savoir que 1553, c'est pratiquement la date de naissance de Mitsuhito. En effet, lorsque l'ère Meiji commence, c'est-à-dire l'ère de cet empereur, parce qu'on parle d'ère au Japon, chaque empereur correspond à une ère, donc l'ère Meiji c'est l'époque du règne de Mitsuhito, et bien à ce moment-là, quand il arrive au pouvoir, il n'a que 15 ans, pratiquement. Il est tout jeune, cet empereur. On a parfois l'impression d'un empereur mûr qui décide de tout. Non, tout ça avait été préparé. Et ça avait été préparé par qui? Eh bien, justement, par ces fameux samouraïs qui vont rejoindre l'empereur contre les shoguns et contre les daimyo fidèles. En fait, c'est un décor de carton-pâte qui est en train de s'effondrer à ce moment-là. L'époque shogunale était déjà dans la première moitié du XIXe siècle en train de s'effondrer. Tout le système féodal est en train de s'écrouler à ce moment-là. Et lui, c'est parce qu'il est entouré de ces samouraïs qui étaient souvent des déclassés, des gens qui n'avaient pas de terre et qui, à la tête de l'armée impériale, vont défaire ces daimyo et l'armée shogunale, que cette révolution va pouvoir se faire. Alors, j'en arrive maintenant à l'époque du Japon moderne. Donc, première période, c'est, vous vous souvenez, celle du Japon préhistorique, divisé en 3 parties avant 1550, puis de 550, j'ai dit 1550 maintenant, donc jusque 550 de notre ère, et puis de 550 de notre ère jusque 1868, vous avez le Japon sinisé, et alors vous avez à partir de 1868 jusqu'à nos jours le Japon occidental. Ce qui ne veut pas dire que le Japon n'a pas été un jour lui-même. Derrière, quand je dis le Japon sinisé, il y a quand même une différence énorme entre les Japonais et les Chinois. Ils sont très différents. Mais on ne peut pas nier que le Japon a été acculturé par la Chine. Et le rôle que la culture chinoise a joué, justement, dans la civilisation japonaise, de la même manière que depuis 1868, l'Occident, les mœurs occidentales se sont répandues au Japon, mais on ne peut pas nier que quand on est au Japon, on est quand même devant un monde qui est différent. Je ne dis pas très différent, parce qu'on peut dire que les Japonais sont des bicivilisés. Ils sont japonais et occidentaux en même temps. On n'est pas complètement déphasé quand on est au Japon. Mais il y a la cohabitation entre une culture très traditionnelle, c'est très étonnant, et en même temps une modernité, voire une hyper-modernité. Et je dirais les Japonais sont un petit peu des schizophrènes. Ils ont en fait un double cerveau, si je puis dire. Ce qui n'est pas notre cas chez nous. Parce que nous sommes américanisés, mais enfin les Américains au départ ce sont des Européens, il ne faut pas quand même oublier. Nous sommes acculturés par l'Amérique, ça n'y a aucun doute, nous ne sommes plus des Européens traditionnels. Nous sommes américanisés depuis les années 1945. Par les films que vous voyez à la télévision, Internet, tout ce que vous voulez. Mais les Japonais, ils ont 2 cultures dans leur tête. Là-bas. Alors, depuis 1868, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, tout d'abord, c'est que le pouvoir impérial va très rapidement, grâce à cette société très hiérarchique et grâce à ces grandes familles de samouraïs, voire parfois de daimyo reconvertis,
va pouvoir industrialiser à une vitesse VV' le Japon. Quelques grandes familles, ce qu'on appelle les Zaibatsu. Eh bien, ces grandes familles, qui sont, pas plus d'une, peut-être 200 à l'origine, mais on dirait qu'avant 1942, au moment où le Japon est au sommet de sa puissance, il y a peut-être, une vingtaine de très grandes familles qui dominent le Japon à ce moment-là. Et le Japon, donc, va devenir une très grande puissance, au point que elle va elle-même conquérir ses colonies sur la Chine. Dès 1895, Formose est annexée. D'abord un protectorat, ça va bientôt devenir une colonie. Formose, Taïwan. C'est le comble quand on pense que Taïwan maintenant, c'est le cœur de la vieille Chine, si je puis dire. La Chine nationaliste en tout cas. Ensuite, en 1910, la Corée, à la suite d'une guerre avec la Chine également, devient japonaise, d'abord protectorat, puis colonie. Et puis, le Japon, pendant la Première Guerre mondiale, s'allie avec l'Angleterre, la France, la Russie. Il ne faut pas oublier que le Japon a battu la Russie une dizaine d'années plus tôt. Et il ne faut pas oublier non plus que le Japon, c'est le premier pays non européen qui bat une puissance européenne. Donc, c'était comment dirais-je, le glas qui a sonné pour la puissance européenne, qui vont d'ailleurs se suicider, hein, parce que l'Occident, l'Europe, pas l'Occident, mais l'Europe s'est suicidée lors des Première et Deuxième Guerres mondiales. Hein, l'Europe, je dis bien. Hein, si l'Europe ne s'était pas suicidée pendant ces deux guerres-là, les États-Unis n'occuperaient sans doute pas la place qu'ils occupent maintenant. Hein, c'est assez clair. Alors, dans l'entre-deux-guerres, le Japon va connaître une expansion économique très importante. Juste après la guerre, il faut retenir que si l'on compare les chiffres de 1910 et les chiffres de 1916, je dirais, on est passé de 1920, on est passé de l'indice 100 à l'indice 160. Donc, vous imaginez, en moins d'une dizaine d'années. Hein, c'est quelque chose de fantastique. Mais, après la Deuxième Guerre mondiale, l'industrie lourde va devenir une industrie très très importante au Japon. Ça c'est sûr. Le Japon va beaucoup exporter, mais le Japon va se trouver trop à l'étroit quant à son marché intérieur et a besoin d'exporter. Donc le Japon va devoir trouver une solution à cette croissance démographique qui n'arrête pas. Et ce sera un petit peu comme l'Italie. Vous savez que l'Italie va se lancer dans une aventure coloniale qui, elle, va rater, hein, bien entendu, la Libye, l'Albanie, puis bientôt l'Éthiopie. Beaucoup d'Italiens doivent émigrer aux États-Unis ou en France en particulier, hein, dans l'entre-deux-guerres, hein, pensez à Al Capone, Chicago, etc. Hein, bon. Les Japonais, c'est la même chose. Mais la pression est tellement forte qu'il va y avoir, au niveau des classes dirigeantes, une alliance entre les militaires. Alors, cette idéologie des samouraïs qui remonte à plusieurs siècles, et comment dirais-je, les métiers de l'armée étaient des métiers très valorisés dans le Japon depuis l'époque des samouraïs, et d'autre part, ces grandes familles dont je vous parlais tout à l'heure, ce complexe industriel qui fait penser, c'est pour ça que ma comparaison avec l'Allemagne de l'entre-deux-guerres n'est pas quelconque, n'est pas arbitraire. Vous vous souvenez peut-être des Krupp, hein, les Krupp, ces grands industriels dans le domaine de la sidérurgie, qui étaient déjà très puissants à l'époque de l'empereur Guillaume II, dans le dernier tiers du XIXe siècle en Allemagne, qui vont s'en sortir au lendemain de toutes les guerres. Les Krupp vont fournir les canons et dont Hitler aura besoin, et les Krupp existent toujours. Les grands capitalistes s'en sortent toujours, vous savez, ce sont les petits capitalistes qui sont fauchés par les crises. Vous pouvez toujours acheter des aspirateurs Krupp, maintenant il y a un apostrophe S hein, dans
des biens ménagers d'ailleurs dans les magasins spécialisés à l'heure actuelle. Or, les groupes sont les grands industriels qui ont permis, entre autres, à l'Allemagne de gagner pendant la guerre. Il ne faut pas oublier cela. Voilà. Alors, même chose pour ces... Donc, il va y avoir une alliance entre cette élite militaire et d'autre part les grands industriels japonais que l'on va retrouver après la guerre, même si beaucoup de ces entreprises, même si certaines de ces grandes entreprises vont disparaître, il y en a qui vont survivre à la Deuxième Guerre mondiale. Hein. Même si les Américains vont demander qu'on démantèle les plus grands d'entre eux. Et ces grandes entreprises, on les retrouve encore maintenant, hein, dans le domaine de l'automobile en particulier. Pensez à Mitsubishi, pensez à Honda, pensez à Toyota, à Nissan, à Suzuki, etc. Donc ils n'existaient pas avant la guerre, ceux-là, mais ce sont ces entreprises gigantesques, familiales à l'origine. Hein. Familiales, c'est comme les groupes, hein, ou comme L'Oréal, dont on parle beaucoup en France pour l'instant. Les Bettencourt, ce sont des grosses entreprises familiales. Hein. Toyota, Mitsubishi, etc. Ça va? Alors, on arrive à cette explosion de l'impérialisme japonais dans les années 1930. Dans les années 1930, en 1931, suite à un incident organisé, bien entendu, par les Japonais en Mandchourie, il y a l'invasion de la Mandchourie et la mise en place d'un régime fantoche avec le fameux Puyi, qui était le dernier empereur chinois, qui devient le premier et dernier empereur mandchou. Hein, voilà, qui va être une marionnette entre les mains d'un gouvernement militaire en Mandchourie, parce que ce sont les militaires en fait qui dirigent le pouvoir. Le régime parlementaire a échoué dans les années 1920 au Japon. Il y avait d'abord l'installation le lendemain de la Première Guerre mondiale d'un régime censitaire, et puis bientôt, vers 1927-28, d'un régime de suffrage universel. Hein, ce qui paraît peut-être assez étonnant hein, pour un pays aussi éloigné, mais ce régime parlementaire va s'écrouler, et ce sont les militaires qui prennent le pouvoir dans les années 30. Donc en 31, l'invasion de la Mandchourie, et à partir de 1935, 36, 37, c'est l'invasion de la Chine, tout simplement, de l'Est, hein, et de la Chine du Sud-Est. Je ne vous explique pas la Deuxième Guerre mondiale, je l'expliquerai dans le détail quand vous serez en troisième année. On passe tout de suite au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. Le Japon est tout à fait détruit, bien entendu. Pendant 7 ans, les Japonais doivent subir l'occupation américaine, donc de 1945 à 1952, avec ce proconsul américain qui avait battu les Japonais, qui était le général en chef des armées du Pacifique, le général MacArthur. Et puis, c'est le miracle japonais. C'est le miracle japonais. C'est le deuxième miracle japonais. Il y a eu ce premier miracle japonais qui est celui de 1868, avec l'ère Meiji, et vous avez un deuxième miracle. Il faut savoir que, évidemment, c'est la période de reconstruction. On comprend qu'il faut rattraper très très rapidement les chiffres d'avant la guerre, mais vous devez vous dire qu'entre 1956 et 1954, le taux de croissance est de 10%. C'est gigantesque. Entre 1954 et 1959, il est de 9%. Autrement dit, le Japon connaît exactement des taux de croissance qui sont ceux de la Chine maintenant. Hein, qui sont ceux de la Chine maintenant, qui varient entre 8 et 10% aussi. Voilà. Alors, qu'est-ce qui explique évidemment ce succès? C'est évidemment une main-d'œuvre abondante, avec des salariés qui acceptent des salaires très très bas, parce que le système japonais, le système économique et social japonais, est un système basé sur des hiérarchies très fortes qui remontent à l'époque féodale. Un régime paternaliste. Il n'est pas question, dans le Japon d'après-guerre, et c'est seulement tout récemment, et même encore tout juste, après la guerre, il n'est pas question de contester son patron. Son patron, c'est comme le chef du clan, c'est le daimyo, c'est le seigneur. Donc, ce sont pratiquement des serfs, même s'ils ont le statut de salariés qui travaillent dans ces usines, dans ces méga-industries. Et donc, les salaires sont très bas. C'est ce qui permet d'avoir cette croissance énorme. C'est ce qui se passe en Chine maintenant. Si les Chinois, les travailleurs, les salariés chinois acceptaient, ou plutôt pouvaient, parce que ce n'est pas accepté, pouvaient, parce que c'est une dictature, hein, pouvaient revendiquer ce que les syndicats ont revendiqué chez nous depuis la guerre, pensez bien que la Chine ne serait pas à 8 ou 10%, parce qu'il y aura un partage, évidemment, des bénéfices de la croissance entre les patrons, hein, et d'autre part, les salariés.
Donc cette croissance ne bénéficie qu'à une élite en Chine à l'heure actuelle, comme ça a bénéficié à une élite à cette époque-là au Japon ici. Alors, entre 1973 et 1975, on peut dire que le Japon, qui jusqu'à cette date était la deuxième puissance économique du monde, jusqu'il y a 35 ans sans aucun doute, eh bien le Japon va connaître, comme partout dans le monde, le premier choc pétrolier. Donc ça veut dire que le Japon qui ne dispose pas de matières premières sur son territoire, hein, il y a un peu de cuivre, un petit peu de fer, mais pratiquement le pétrole à 80%. En 1973, le Japon importe donc à 80% son pétrole du Moyen-Orient. Or, les pays de l'OPEP décident, en fin 1973, donc, de doubler puis de tripler le prix du baril brut de pétrole brut. Donc, on ne peut pas tenir dans les industries. Et donc, à ce moment-là, le Japon va connaître alors d'abord une inflation de près de 25%, tenez-vous bien, en 1974. 24%, pour être plus précis, 24% d'inflation, ce qui est énorme. Pourquoi? Parce qu'il a fallu dévaluer, le yen pour qu'il soit compétitif, pour rendre les industries compétitives au niveau du marché international. D'autant plus que les Japonais étaient très rapidement arrivés au secours du dollar pour soutenir le grand capitalisme international, la finance internationale, avant eux-mêmes de devoir dévaluer. Donc voilà, c'est une aide qui s'est soldée évidemment par une dépréciation de la monnaie japonaise. Alors il y a eu évidemment le chômage, mais entendons bien, le chômage au Japon n'a rien à voir avec le Japon, avec le chômage chez nous. Ça veut dire qu'il va y avoir un chômage très important, mais au Japon ça se solde par un chômage à l'époque de 2%. Ça va, pour le Japon c'était énorme parce qu'il y avait le plein emploi jusqu'au début des années 70. Vous savez que dans les années 60, en Belgique, il y avait le plein emploi aussi. Hein. Je me souviens, quand j'étais enfant, il y avait 20 000 chômeurs en Belgique. Pour tout vous dire. Hein, bon. Donc c'était le plein emploi, pratiquement. Hein. Ça va. Alors, on arrive, mais très rapidement, entre 1975 et 1985, le Japon va connaître un redressement tout à fait remarquable. En disant, alors comment? Ben, tout d'abord en remplaçant les énergies fossiles traditionnelles par des énergies renouvelables, donc l'énergie solaire, l'énergie nucléaire également. Hein? Alors ensuite, les Japonais vont beaucoup innover et ils vont, comment dirais-je, transformer complètement leur économie en la restructurant. On va passer d'une production massive dans le domaine de l'industrie lourde par un développement de l'industrie d'équipement et de l'industrie de consommation, en se spécialisant, et d'ailleurs je crois que quand on pense à l'heure actuelle aux produits japonais, on pense surtout à tout ce qui est lié à l'informatique, à la bureautique, à tout ce qui est lié aux industries de précision, l'horlogerie, l'optique, en particulier. Donc tout ce qui est lié également, les chaînes de haute définition, etc. Hein? Voilà, en tout cas à l'époque. Mais pendant cette période-là, l'industrie automobile va toutefois remonter très rapidement, puisqu'on va passer des débuts de 1973 à 3 millions de production annuelle de voitures, à fin des années 80 à 7 millions. Production de 7 millions de voitures, donc c'est pas mal. Hein. Je vous ai déjà cité les grandes entreprises automobiles tout à l'heure. Hein. Voilà. Maintenant, depuis 1985, alors de 1985 à 1991, on peut dire que c'est véritablement l'apogée. Après la remontée de 1975-1985, on peut dire que c'est une période d'apogée. On peut même dire 92, disons, pas seulement 91. Alors c'est une période d'apogée grâce à des salaires qui étaient restés très bas, hein, grâce à la quasi-inexistence de syndicats. Alors, vous savez, quand au Japon, quand on faisait la grève, on n'était pas payé, mais simplement on continuait à travailler, on avait simplement un bandeau sous la tête ou un brassard pour dire je suis en grève, on travaille quand même, pour ne pas pénaliser l'entreprise dans laquelle on travaillait. C'est très différent de ce qui se passe évidemment en Europe occidentale. Hein.
Alors, mais depuis cette date, depuis 92, donc depuis 18 ans, pratiquement, on peut dire que le Japon est en recul très net. Alors ce recul s'explique par quoi? Tout d'abord parce que finalement, les Japonais ont quand même voulu avoir des salaires qui augmentent depuis une vingtaine d'années. Donc, ils s'étaient serré la ceinture entre 1945 et 1990, bon, ce qui veut dire près d'une bonne quarantaine d'années, 45 ans, mais depuis 90, on dit, mais nous aussi, on voudrait profiter de la croissance. Donc, les salaires ont augmenté, la population a vieilli aussi, un petit peu ce que nous connaissons en Europe occidentale. Donc, il y a eu de moins en moins de jeunes sur le marché du travail, et souvenez-vous, la règle que j'ai appliquée déjà pour l'époque féodale tout à l'heure, c'est que plus un bien est rare, plus il est cher, la main-d'œuvre étant plus rare, il faut augmenter les salaires. Donc tout ça, ce n'est pas lié évidemment à la générosité des patrons, c'est simplement lié au rapport entre les besoins de la production et d'autre part le nombre de travailleurs sur le marché à ce moment-là. C'est une société devenue très conservatrice, donc qui vote à droite. Il faut savoir que depuis la guerre, c'est pratiquement, depuis la guerre plus exactement depuis 1952, depuis le moment où il n'y a plus de gouvernement militaire américain, mais un gouvernement démocratique qui a dû se mettre en place à partir donc, de 1945, quand l'empereur du Japon a dû renoncer à son caractère divin et qu'une constitution a été votée. Ils ont un système bicaméral, c'est-à-dire avec une chambre haute, une chambre basse, on appelle chez nous la Chambre des représentants et le Sénat. Ce qui domine, c'est un parti pro-américain depuis maintenant plus de 60 ans, c'est la droite, une droite conservatrice. Il y a eu, je crois, entre 1994 et 1996, la gauche, enfin une gauche à l'américaine, c'est-à-dire des démocrates, ce n'est pas des socialistes qui ont été au pouvoir, mais il faut dire que globalement, la société japonaise est plutôt radicalisée vers la droite, d'autant plus qu'un Premier ministre n'a pas hésité à se rendre à un mémorial des officiers morts pendant la guerre, ce qui montre que maintenant le Japon n'a plus la honte de sa politique impérialiste. Lorsque l'empereur Hirohito est décédé, on a appliqué strictement un cérémonial Shinto, donc on peut dire que le shintoïsme, cette vieille religion traditionnelle, a de nouveau pignon sur rue, bien que cette religion ne soit pas inscrite dans la Constitution. Voilà, et le Japon décline économiquement, même si ça reste une grande puissance à l'heure actuelle. Voilà. Alors, je crois avoir repris ce qui me semblait être les lignes majeures de l'histoire du Japon depuis sa préhistoire. J'espère que vous aurez retenu quand même qu'il y avait trois grandes périodes, période préhistorique jusqu'au VIe siècle, période ensuite féodale chinoise, sinisée, je dirais, jusqu'au milieu du XIXe siècle, le Japon moderne depuis 150 ans, avec cette société un petit peu curieuse, où on reste japonais avec des pratiques très traditionnelles, tout en ayant des comportements, par exemple sur le plan consumériste, qui sont à la pointe, hélas, je dirais, de notre monde occidental. Alors je vous montre maintenant quelques livres. Alors tout d'abord, ce qui n'est pas un livre, c'est en fait une initiation au japonais, publiée chez Nathan, une cassette, un livre en livret. Si ça vous amuse d'apprendre quelques rudiments de japonais, voilà, non pas pour le parler, mais au moins pour découvrir comment fonctionne cette langue. Alors, de Jean-François Sabouret, Japon, peuple et civilisation, dans la collection La Découverte, de Daniel Eliseyev, Histoire du Japon aux éditions du Rocher. Alors, de la même, avec son mari Vadim, La civilisation japonaise, dans la collection Les grandes civilisations chez Artaud, qui existe également en gros volume, alors avec des reproductions photographiques et un appareil beaucoup plus développé sur le plan scientifique. Alors, Atlas du Japon aux éditions du Fanal. Alors, c'est écrit par trois auteurs, dont deux professeurs américains de Princeton et un professeur japonais, donc très sérieux. Alors, dans la collection dirigée par Henri Stierlin, Le monde du Japon.
Alors, dans la collection chez Time Life, les grandes époques de l'homme, le Japon médiéval, vous voyez évidemment un samouraï, ce sont des striés. De Edwin Reichower, Histoire du Japon et des Japonais des origines à 1945, ça c'est le tome 1, le tome 2 c'est de 1945 à nos jours, au Seuil, collection Point. Alors un ouvrage tout à fait remarquable, qui est dû à un journaliste du Monde, mais que je vous conseille vivement, qui s'intitule D'Edo à Tokyo, je vous ai dit que Edo c'est Tokyo avant 1868, Mémoire et modernité, qui qui explique toute l'histoire de ce petit peuple japonais qui est très peu connu, et il montre toute cette culture populaire au Japon depuis le 19e siècle, mais il remonte à certains moments jusqu'au 18e siècle et montre l'importance, entre autres, du théâtre No, du théâtre Kabuki, qui est un théâtre mi-dansé, mi-chanté. C'est un ouvrage vraiment qui se lit très facilement, qui est très intelligent sur le plan sociologique, et qui montre ce petit peuple des villes. Parce qu'il ne faut quand même pas oublier que dans les années encore 50, au Japon, même 60, il y avait des bidonvilles à Osaka, Nagasaki, etc. Parce qu'on voit que le Japon, avec des trains qui maintenant font près de 450 à l'heure, d'après le dernier train que j'ai pu rouler dans une émission à la télévision, mais enfin, il y a aussi le Japon des petits. Alors, de Jean Chénaud, qui est un sinologue, l'Asie orientale au 19e et 20e siècle, aux presses universitaires de France dans la collection Nouvelle Clio, de Jean-François Sabouret, déjà cité, La dynamique du Japon de 1854 à nos jours, publié par les éditions du CNRS et la Fondation Saint-Simon. Alors, le Japon contemporain de Michel Vier, en que sais-je, aux presses universitaires de France, de Jacques Gravereau, Le Japon au XXe siècle, au Seuil, collection Point. Alors, dans le domaine de la littérature, Anthologie de la poésie japonaise classique chez Gallimard, dans la collection Connaissances de l'Orient, collection UNESCO. Vous voulez vous familiariser un petit peu donc avec la poésie depuis l'époque Heian. Alors, de Tanizaki, un grand auteur japonais, Svastika, enfin c'est une histoire un peu policière. Alors Svastika, parce que vous savez que c'est un signe que l'on trouve également au Japon, mais la svastika inversée en tant que signe de vie, pas signe de mort, du signe nazi. Et en fait, c'est l'histoire de 4 personnages qui sont en train de s'entretuer, si vous voulez. Ça va? C'est pour ça que ça s'appelle svastika. Alors, du prix Nobel Kenzaburo Oe, Gibier d'élevage, c'est dans la collection d'euros chez Folio. Alors, gibier d'élevage, en fait, c'est l'histoire d'un parachutiste américain qui, pendant la Deuxième Guerre mondiale, tombe dans un village complètement perdu au Japon et qui devient véritablement un animal pour les gens du village. Et donc, on voit ce que c'est que le racisme par rapport d'un peuple par rapport à un autre. Et pour les petits-enfants, c'est comme un dindon ou un cochon, si vous voulez, qu'on promène et qui est obligé d'être comme gibier d'élevage. Vous voyez, c'est assez dur. Alors, du même Oe Kenzaburo, Nostalgie outre labyrinthe, aux éditions Cécile Defaux, oui, Cécile Defaux, entretien avec André Siganos et Philippe Forêt, il explique ce que c'est que son métier d'écrivain dans ce beau recueil. Alors, j'ai cherché dans la bibliothèque, mais c'est sans doute ma fille aînée qui me les a empruntés. Il y a évidemment quelques grands auteurs japonais actuels que vous devez connaître, comme par exemple Yukio Mishima, qui écrit entre autres Le Pavillon d'Or, qui s'est suicidé en fait de manière tout à fait, je dirais, spectaculaire dans une caserne parce qu'il voulait renverser le système parlementaire, donc bien après la guerre, ça va depuis les années 70, si les souvenirs sont bons. Alors c'est un grand auteur, mais qui vivait complètement dans la nostalgie des années 1930, à l'époque où les militaires dirigeaient donc le Japon. Il voulait retourner à cette politique du Japon impérialiste. Et enfin, j'ai apporté un livre sur le grand cinéaste Akira Kurosawa que je vous ai cité tout à l'heure. C'était publié par Le Soir, vous savez, samedi, publié à un moment donné des films et des livres sur les grands cinéastes contemporains.
Koshima, et vous voyez ici une scène qui est tirée de son film Ram sur le Japon féodal, entre autres choses. J'aurais pu vous citer également dans le domaine de la littérature, à part Yuko Mishima, Kawabata, également prix Nobel, dont il faut lire certainement Les Belles Endormies. Ça se passe dans une sorte de harem avec des geishas, si vous voulez. Mais enfin, c'est assez intéressant à lire, et en tout cas c'est significatif sur la civilisation du Japon dans son histoire. Voilà, j'ai dit.